Bientôt, la certification et la signature électronique seront appliquées au Mali. Les experts du Mali, du Burkina Faso et du Bénin travaillent sur la question. Il s'agit d'un écosystème numérique souverain qui permettra de garantir autant que possible la sécurité, l'authenticité et la fiabilité des documents administratifs. La disponibilité des produits sanguins de qualité, la promotion de la production locale des intrants, voilà entre autres points évoqués ce matin au cours des travaux de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient à Lusaka en Zambie. Selon les analyses, l'Afrique produit moins d'1% des vaccins dont elle a besoin. Les besoins du continent ont été recensés. La chronique judiciaire s'intéresse ce soir à la garantie dans le contexte juridique malien. Elle est perçue comme une sûreté et revêt une importance capitale dans le cadre des relations économiques et contractuelles. Il en existe plusieurs formes, nous dira Garibou Pirou. Les vice-champions d'Afrique de basket Angola 2025 accueillis en Euro cet après-midi. Sous les applaudissements d'une foule enthousiaste, les aigles à leur arrivée ont été reçus par des membres du gouvernement, la famille du basketball et l'Union nationale des supporters du Mali. De l'aéroport au stade Mamadou Konaté, la mobilisation était grande. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement, dans une dynamique de mettre en place un écosystème numérique souverain et sécurisé, les experts du Mali, du Burkina Faso et du Bénin sont réunis ici à Bamako. Ils se concertent sur la mise en place de la certification et la signature électronique au Mali. Le but est de garantir autant que possible la sécurité, l'authenticité et la fiabilité des documents administratifs. Un projet porté par le PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Il est financé par la Banque mondiale. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Dans un monde de plus en plus interconnecté où la digitalisation occupe une place de choix, il est plus que nécessaire d'être en phase avec ces réalités. Une ambition de plus en plus affichée par le gouvernement du Mali qui, depuis un certain temps, est dans une dynamique de modernisation de l'administration. Parmi ces projets et programmes, l'initiative de la signature électronique. Une question au centre d'une concertation qui doit aboutir à la mise en place de la certification et la signature électronique au Mali. La signature électronique n'est pas qu'une outil technique, c'est un levier stratégique pour la gouvernance, la transparence, la compétitivité économique et la souveraineté numérique. Elle permettra entre autres d'améliorer la confiance numérique dans les services publics et privés, de réduire les coûts et délais administratifs, de sécuriser les transactions financières et commerciales et de favoriser l'intégration du Mali dans l'économie numérique régionale et mondiale. Gage d'un écosystème numérique et performant, ce dispositif, une fois mis en place, va donner aux documents administratifs un caractère authentique, sécurisé et fiable. Un projet soutenu par la Banque mondiale et exécuté par le PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. La tenue de ces ateliers techniques représente une étape clé dans le processus de mise en place de ce dispositif. Il nous offre l'opportunité d'analyser les acquis de l'étude préalable déjà réalisée en 2021 et de relever les insuffisances à corriger. Il nous aide à définir ensemble un modèle de gouvernance inclusif et durable avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Il nous aide à proposer un modèle économique viable pour assurer la pérennité de l'infrastructure et enfin nous aidera à tracer une feuille de route claire et consensuelle pour l'opérationnalisation de la signature électronique au Mali. Au nom du gouvernement, je réitère l'engagement de mon département à accompagner la mise en œuvre des solutions innovantes qui faciliteront la transition numérique de notre pays. Je vous invite à des échanges constructifs afin que ces ateliers débouchent sur des recommandations concrètes et opérationnelles. Permettez-moi d'adresser nos remerciements à la Banque mondiale qui appuie le processus de mise en place de notre plateforme de signature électronique à travers le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. Cet atelier qui se tient du 26 au 28 août prochain regroupe des experts venus du Burkina Faso et du Bénin.
Direction à présent Lusaka, où les travaux de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se poursuivent avec des communications. Ce mardi, plusieurs points ont été évoqués, notamment la disponibilité des produits sanguins de qualité. En marge des travaux, une session de haut niveau sous la supervision du président de la République de la Zambie s'est tenue. C'était pour échanger sur la mobilisation des partenaires Gavi et CDC auprès de l'Afrique et de la promotion de la production locale des intrants. Selon les analyses, l'Afrique produit moins d'1% des vaccins dont elle a besoin. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Lusaka, Kumba Sissé et Mbarakumaïga. À cette 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, aucun point ne sera oublié. Ce mardi, la communication était basée sur la problématique liée à la disponibilité des produits sanguins dans les pays africains. Au vu de la croissance des maladies transmissibles ou non transmissibles et des accidents, la demande en produits sanguins est forte. Il a cependant été constaté que le taux de donneurs est très bas dans presque tout le continent. Bien que le Centre national de transfusion sanguine fait des efforts, des défis majeurs persistent, notamment la rupture fréquente des stocks et un taux de dons bénévoles encore trop faible. Pour y faire face, nous devons agir sur plusieurs leviers. Il s'agira de renforcer la gouvernance et la coordination nationale, de moderniser nos infrastructures, de garantir un approvisionnement durable en intrants critiques et de décentraliser nos services de transfusion pour atteindre toutes les régions du pays. Le Mali appelle à un soutien technique et financier accru des partenaires pour relever ces défis. En marge des travaux, une session de haut niveau sous la supervision du président de la République de la Zambie s'est tenue. Elle portait sur la promotion de la production locale des intrants et la mobilisation des partenaires Gavi et CDC. Ces partenaires se mobilisent pour le financement des vaccins de routine et interviennent aussi en cas de situation d'urgence en Afrique. En s'adressant aux participants, le président zambien, son Excellence Hakainde Hichilema, s'est focalisé sur l'accès équitable aux vaccins, aux nouvelles technologies et à la recherche scientifique. Pour lui, l'Afrique doit adopter de nouvelles techniques pour la production locale des vaccins ainsi que d'autres produits pharmaceutiques. Car, selon les constats, notre continent produit moins d'1% des vaccins dont il a besoin. Et au cours de cette rencontre, la voix de l'AES a été entendue à travers les ministres en charge de la santé des trois pays. Ils ont eu des échanges directs avec le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Les échanges ont porté sur les priorités de ces trois pays en matière de santé. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Kumba Sissé et Mbarakumaïga. Pour mieux se comprendre et définir des objectifs, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique était face aux ministres de la Santé du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En marge de cette session, nous avons eu l'honneur d'être reçus et de partager un plat avec le directeur régional de l'OMS qui nous a reçus. Et c'était l'occasion pour nous de discuter d'un certain nombre de préoccupations. Donc ces défis se résument pratiquement en question de soins de santé primaire qui ne sont pas encore à un niveau où nous sommes satisfaits. En plus des soins de santé primaire, nous avons évoqué d'autres questions, notamment dans le cadre de la réduction de la santé maternelle et néonatale. Notre vision au niveau de l'AES, c'est de nous mettre ensemble pour pouvoir faire un système d'approvisionnement en médicaments, voire même pourquoi ne pas faire une centrale d'achat groupée. Nous avons évoqué aussi la question des soins spécialisés. Il s'agit donc de la question de greffe rénale, de la question d'insuffisance rénale chronique. Ces trois pays de l'AES, unis pour mutualiser leurs efforts, partagent les mêmes difficultés tant sur le plan sécuritaire que sanitaire. And the three ministers requested we meet, which is very important. Je suis content d'avoir pu avoir cette réunion très importante avec les trois ministres de l'AES qui ont demandé à le rencontrer et c'était un plaisir pour lui. Donc cette rencontre a permis d'écouter les ministres et d'entendre les priorités. Et parmi ces priorités, c'est comment renforcer les soins de santé primaire.
qui sont vraiment la base de la santé. Et c'est dans ce cadre qu'il a demandé au ministre vraiment à travers nos bureaux pays de les accompagner assez rapidement pour faire une requête qui va arriver à son niveau, qui va lui permettre de mettre en place des experts. À la fin de la rencontre, le colonel Assaba Diallo Touré a offert un cadeau Chiwara au directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, témoignant son engagement aux côtés des peuples africains. Au Mali, la saison des pluies bat son plein avec son corollaire des dégâts matériels, de pertes en vie humaine et la dégradation de l'environnement. Une situation déplorable qui alerte. Face à l'ampleur du phénomène, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en partenariat avec le Cap Sahel Mali, sensibilise les leaders d'opinion. Ce mardi, c'était le tour des légitimités traditionnelles. Elles ont été informées sur les comportements adoptés au sein des communes. On en sait plus avec Awadama Koulibaly et Djelima. Au nom des pouvoirs qui leur est conféré, les conservateurs du patrimoine culturel et de l'éducation aux valeurs sociales sont appelés à l'action. Les légitimités traditionnelles, incluant religieux et coutumiers, s'outillent et s'allient à l'administration pour réduire de manière rigoureuse les effets néfastes des catastrophes, aussi bien naturelles qu'anthropiques. Près de 730 cas d'inondations enregistrés en 2024. La lutte contre les inondations n'est pas seulement une question de béton et de sable. C'est une question d'organisation sociale, de solidarité et de confiance. En unissant nos forces, la modernité et la technique, nous serons indéniablement plus forts. Les deux ateliers de sensibilisation permettront aux responsables locaux d'assumer pleinement leur rôle dans la gestion, au niveau local, d'une crise, de mieux coordonner les actions d'urgence au niveau local, de sensibiliser la population aux dangers liés aux inondations. D'ores et déjà, des mesures préventives sont prises par les autorités pour renforcer la résilience des communautés et apporter des solutions concertées et adaptées. Entre autres, un comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, une stratégie nationale sur la réduction des risques de catastrophes, une plateforme nationale pour la prévention et la gestion des risques de catastrophes, un centre de coordination et de gestion des crises, un plan d'organisation des secours au Mali, plan Orsec, activé et désactivé par les autorités compétentes. Après les maires, les présidents des délégations spéciales et les légitimités traditionnelles, viendront ensuite en septembre les sessions de sensibilisation des femmes et jeunes, principale source de changement. Lancement ce matin à l'hôtel de l'Amitié d'un atelier d'élaboration d'un programme national d'investissement dans le secteur de l'eau. Il s'agit pour notre pays de se doter d'un plan d'action assorti d'une stratégie de financement. L'atelier est organisé par l'Agence de l'environnement et le développement durable en partenariat avec l'Union africaine, le Fonds mondial pour l'environnement et le Partenariat mondial de l'eau. Les participants venus de plusieurs pays y prennent part aux côtés des acteurs maliens, du privé et du public. Le compte-rendu de Alousseni Touri. Ressource vitale dont dépend la plupart de nos activités de subsistance, l'eau demeure un enjeu existentiel pour l'humanité. Le Mali, comme la plupart des pays, a besoin de mobiliser les ressources en eau dans la perspective d'un développement durable, d'où la nécessité d'élaborer un plan national de financement du secteur. Et pour cela, notre pays peut compter sur certains partenaires. Le partenariat national de l'eau du Mali, en tant que cadre de concertation multi-acteurs du secteur, salue la mobilisation de toutes les parties prenantes, institutions publiques, sociétés civiles, secteur privé, partenaires techniques et financiers, pour accompagner ce processus. Notre conviction est que c'est par la concertation, l'inclusion et la synergie des efforts que nous parviendrons à bâtir des solutions durables. Le Mali, comme de nombreux pays africains, fait face à une vulnérabilité croissante aux effets du changement climatique, notamment à travers la pression sur les ressources hydriques, sécheresse prolongée, inondations récurrentes, raréfaction de l'eau,
Autant de défis qui appellent une réponse structurée, ambitieuse et inclusive. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit le programme d'investissement dans le secteur de l'eau, dont nous lançons aujourd'hui le processus d'élaboration. Ce programme, soutenu par le Fonds vert pour le climat, dans le cadre du projet de préparation multi-pays de l'Union africaine, vise à doter le Mali d'un instrument stratégique et opérationnel pour mobiliser les financements nécessaires à la résilience climatique et à la sécurité hydrique. L'absence d'un document de planification stratégique en la matière apparaît comme un handicap existentiel, d'où l'importance accordée par les autorités à cette phase. Au Mali, malgré les efforts fournis, l'absence de documents structurés d'investissement limite notre capacité à mobiliser des financements adaptés à grande échelle. C'est précisément ce déficit que nous voulons combler grâce à la mission que nous lançons aujourd'hui dans le cadre d'un readiness financé par le Fonds vert pour le climat. Cette mission vise à élaborer un programme national d'investissement dans le secteur de l'eau, comprenant un plan détaillé et une stratégie de financement afin de renforcer la résilience de nos communautés face aux aléas climatiques. Les conclusions et les recommandations de cet atelier technique permettront de réussir une bonne planification de nos investissements et parvenir à atteindre les résultats fixés par l'Union africaine. Les correspondants de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, sont en session de formation pendant 5 jours à Bamako. Ils doivent s'approprier plusieurs notions dont les normes de l'APDP en matière de protection des données à caractère personnel, le cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel. La rencontre réunit des participants des institutions de la République et des structures privées partenaires de l'APDP. Patraori. L'autorité de protection des données à caractère personnel est bien dans la logique de sa mission en organisant cette session de renforcement des capacités des correspondants. C'est là d'autant plus que ces derniers constituent des véritables relais pour la collecte et le traitement des informations dont la protection incombe à l'APDP. Les correspondants à la protection des données personnelles occupent une place centrale dans ce dispositif. Désignés au sein des administrations et des entreprises, vous avez pour mission d'accompagner vos structures dans le respect de leurs obligations légales et réglementaires, d'assurer la sensibilisation interne et de veiller au respect des principes de licéité, de loyauté, de proportionnalité et de sécurité dans le traitement des données. Pendant 5 jours, les participants devront maîtriser plusieurs thématiques. Il s'agit notamment du cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles au Mali, des rôles et responsabilités des correspondants à la protection des données, de même que les mesures de sécurité et de confidentialité à mettre en œuvre dans leurs structures respectives. À travers cette session, l'APDP réaffirme son engagement à accompagner toutes les structures, publiques et privées, dans la mise en œuvre des meilleures pratiques en la matière. À cet égard, je vous exhorte à suivre avec assiduité l'ensemble des modules et à partager vos expériences en la matière, car c'est ensemble que nous construirons un dispositif solide et crédible. Les participants à cette session sont issus de la primature, des départements ministériels, des structures administratives partenaires de l'APDP. Le camp Sundiata Keita de Kati accueille depuis hier une session de formation destinée à une soixantaine de femmes de l'association du camp, une initiative du Fonds d'appui à la formation professionnelle FAFPA du service social des armées placée sous la présidence de la ministre en charge de l'entrepreneuriat national. Elle vise à renforcer l'autonomisation des femmes à travers la transformation du fonio et la production des jus locaux. Reportage Maïmouna Guindo et Julie Traoré. À Kati, elle troque les armes du quotidien contre un nouvel arsenal de savoir-faire. 60 femmes du camp Sundiata Keita à l'école de la transformation des produits locaux comme le fonio en djouga ou le gingembre et le bissap en jus naturel. Objectif, changer leur avenir en les érigeant entrepreneurs. Chères sœurs, cette formation constitue une véritable opportunité. Elle vous permettra d'acquérir
des compétences pratiques dans des domaines où la demande est forte et où l'innovation locale peut devenir un puissant levier d'autonomisation. L'objectif de cette formation est de permettre à ces femmes des militaires d'acquérir des connaissances techniques, mais aussi des compétences pratiques dans le domaine de la transformation des produits agricoles. À la fin de cette session, ces femmes bénéficiaires doivent être en mesure d'entreprendre, de produire de manière professionnelle et de conquérir des marchés locaux, nationaux, voire internationaux. Formé pour transformer, le ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle place les femmes au cœur de la dynamique de développement du pays. Soutenir ces femmes, c'est donc aussi soutenir notre armée et au-delà, toute la nation. C'est pourquoi je réaffirme ici l'engagement de mon département à poursuivre avec détermination ce type d'initiative de formation et d'accompagnement afin de multiplier les opportunités pour nos braves femmes et contribuer ainsi à l'émergence d'un Mali prospère, uni et en paix. Pour les bénéficiaires, ce renforcement de capacité représente bien plus qu'un simple apprentissage. C'est une chance pour faire de petites activités économiques avec la valorisation des produits locaux et d'assurer un revenu régulier. C'est une opportunité qui nous est offerte. On nous forme à la transformation des produits locaux. C'est une chance pour nous d'apprendre afin de pouvoir entreprendre par la suite. Nous exprimons notre gratitude au président et à son gouvernement pour cette belle initiative. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement et de ses partenaires de multiplier les opportunités de formation qualifiante, particulièrement en faveur des femmes considérées comme de véritables actrices de résilience sociale et économique. Et dans la cité des 333 le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se sont rendus sur les sites de distribution alimentaire au profit des personnes déplacées internes, réfugiés et communautés affectées pendant la soudure. Pendant 6 mois, ces personnes recevront des coupons alimentaires d'une valeur de 34 500 francs CFA pour l'achat de kits alimentaires grâce à l'appui du PAM et WWH de Tombouctou, le compte-rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Les partenaires appuient le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire en région de Tombouctou. En effet, le PAM, en collaboration avec WWH, engage une assistance alimentaire nutritionnelle d'urgence en faveur des personnes déplacées internes, réfugiés et communautés affectées pendant la soudure dans le cercle de Tombouctou. Ainsi, depuis 5 mois, 246 ménages vulnérables du quartier Sarakiena de Tombouctou bénéficient de coupons d'une valeur de 34 500 francs CFA pour leur permettre d'acheter des kits alimentaires. Le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se sont rendus sur les lieux pour voir de visu comment se fait la distribution. Ils ont eu droit à des explications de la part du chef de projet WWH et se sont entretenus avec les bénéficiaires. C'est une assistance que les PAM apportent sur 6 mois qui vise d'abord des familles, des ménages vulnérables, mais aussi des femmes allaitantes, comme on l'a vu. On a visité tous les process et c'était un process entièrement informatisé et qui permet de sécuriser toute l'opération de distribution, de l'identification des bénéficiaires jusqu'à la mise à disposition de vivres au niveau des commerçants partenaires. Nous pensons que des personnes vulnérables, c'est comme si quelqu'un à un moment donné se trouvait à terre. Et cette personne, il faut la relever, n'est-ce pas? Tout le monde ferait ça. Donc c'est ce que nous faisons avec le gouvernement et le commissariat à la sécurité alimentaire. Et nous cherchons vraiment des moyens d'autonomiser, donc de faire plus. Les bénéficiaires saluent cette distribution gratuite de produits alimentaires qui leur permettra de joindre les deux bouts. Notre sentiment, c'est pour remercier le projet WHH et le PAM. Merci infiniment. Ça va nous aider beaucoup même. Aujourd'hui, il n'y a pas de champs, il n'y a rien. Il n'y a pas de riz, il n'y a rien. Il faut noter que cette distribution dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire va concerner plusieurs ménages vulnérables dans le cercle de Tombouctou.
Sur initiative du gouverneur de la 8e région, une centaine de familles vulnérables ont reçu des vivres, une donation qui les aidera à surmonter la période de soudure. Le geste a été fortement salué car il témoigne de la solidarité du gouvernement à l'ensemble des Maliens. De Kidal, les détails avec Sidi El-Medi Ag Al-Baka. Les autorités administratives de la 8e région multiplient les actions afin d'atténuer la souffrance de nos concitoyens de Takelout et d'Arlhek déplacés à Kidal suite aux derniers événements de représailles des groupes armés terroristes contre les populations civiles. Cette distribution vise fournir une assistance d'urgence à nos pères, mères, épouses et enfants d'Aguelhek et de Takalot, qui sont aujourd'hui des personnes déplacées internes accueillies dans la commune de Kidal et victimes de la lâcheté et de la barbarie des hommes ni foi ni loi et qui sont chassés de leur terroir d'attache par les mêmes hommes des groupes armés terroristes pour la seule raison qu'ils expriment et manifestent leur attachement et leur soutien indéfectible à la République et aux valeurs cardinales de notre société empreintes de respect, d'acceptation, de paix et de vivre ensemble. Cet élan de solidarité magnifié par les autorités de la région de Kidal est perçu comme une lueur d'espoir par les bénéficiaires. Les mots me manquent pour remercier vraiment les autorités de leur geste combien salutaire à l'endroit de ces déplacés. Donc je tiens vraiment à remercier toutes les autorités de la région de Kidal et tous ceux qui sont engagés dans ces processus pour le bien-être de la population. À noter que ce sont 114 familles qui ont été touchées par cette distribution composée de 50 kg de riz et 5 litres d'huile. Lancement à Bougouni des activités de la 3e phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations PSAFA. Le coût d'exécution s'élève à 500 millions de francs CFA. C'est une initiative du gouvernement malien qui vise à venir en aide aux associations et ONG qui ne bénéficient pas du financement des partenaires étrangers. De Bougouni, la correspondance de Abdul Karim Konaté et Djiril Bararou. Le programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF a atteint ses objectifs lors de ses premières et deuxième phases dans la région de Bougouni. Un résultat qui motive le lancement ce vendredi 22 août des activités de la 3e phase de ces programmes pour une durée de 9 mois. Ce démarrage du projet se matérialise par la signature de conventions de gestion des fonds entre les différentes ONG chargées de sa mise en œuvre. La tâche de cette 3e phase, c'est d'appuyer les populations maliennes. C'est de faire en sorte que les objectifs fixés et définis au départ soient atteints, à savoir renforcer, n'est-ce pas, la cohésion sociale, appuyer humanitairement les populations les plus démunies, mais aussi également circonscrire à toutes les velléités qui peuvent entorser effectivement le développement socio-économique de ce pays. C'est déjà un fonds qui vient pour pouvoir appuyer le mécanisme de prévention et de consolidation de la paix au niveau de Bougouni. Donc avec ces fonds, on aura des renforcements de capacités à organiser, on aura des sensibilisations par rapport à tous les facteurs déstabilisants de la paix, comme la consommation de la drogue, comme les VBG, entre autres. La 3e phase de ce programme couvre au total 5 cercles de la région de Bougouni. Il s'agit de Bougouni, Yanfoula, Kolonyeba, Kadjana et Fakola. C'est un investissement évalué à environ 500 millions de francs CFA. Ce lancement traduit non seulement la volonté des plus hautes autorités de la transition, mais aussi les résultats probants que les bénéficiaires du PESAF 1 ont su prouver de par leur sérieux, comme en témoignent les différentes missions de suivi et évaluation de la coordination du PESAF. Le programme spécial d'aide aux associations et fondations cadre bien avec la vision des plus hautes autorités de la transition. Il a été initié après le départ de certains partenaires techniques et financiers. D'autres temps forts de cette cérémonie, la remise des kits de VBG à certaines femmes bénéficiaires du dit programme. La
L'actualité AES nous conduit en deuxième région. Les forces vives de la région de Koulikoro sont venues des 8 cercles pour dénoncer la tentative de déstabilisation qui avait visé notre pays. Lors du meeting, les intervenants ont vivement condamné cet acte. Avant de remettre leur déclaration de condamnation aux autorités régionales, les couches socio-professionnelles de la région de Koulikoro ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko et Adama Singari. Anjolembuko kafo maliden beye nini hakilna yera mogomogola kafo kede be fait même une seconde kuko nga jamana déstabiliser wallahi ala ante ya faima. Les forces vives de la région de Koulikoro, à l'unisson, se sont mobilisées pour se faire entendre. Dans cette dynamique, elles ont dénoncé la tentative de déstabilisation du Mali, orchestrée par certains officiers et autres civils à la solde de la France impérialiste. Il est important de souligner qu'on ne peut pas avoir un fonctionnaire et une force de l'ordre partout au Mali, mais partout il y a un jeune. La jeunesse doit veiller au grain, informer, sensibiliser et puis mobiliser. La jeunesse dit non à la déstabilisation. Ce qui est arrivé a vraiment choqué nous les femmes. Ce sont nos maris et nos enfants qui sont au front pour se battre pour libérer notre pays de l'impérialisme. Nous sommes les premières victimes des conflits. Nous devons ensemble sauver notre mère patrie, le Mali. Les couches socio-professionnelles de la deuxième région condamnent avec la dernière rigueur cet acte ignoble de tentative de déstabilisation des institutions de la République. Pour ce faire, les populations de Koulikoro réaffirment leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Le Mali ne sera plus laissé en pâture dans les mains de ses ennemis, ont laissé entendre les intervenants. Et vraiment, l'acte même que les résidents de la région de Koulikoro viennent de poser, c'est que ça c'est un acte noble, patriotique et qui vraiment honore tout le pays. Parce que ça correspond aux aspirations de la population. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est à un tournant de l'histoire qui ne permet pas à ceux qu'on puisse accepter certains agissements à plus forte raison dans la haute sphère de l'administration. Les sentiments qui ont été posés par les différentes couches de la population, c'est que c'est des sentiments vraiment de patriotisme qui, une fois de plus, je suis fier d'être malien. À l'issue du meeting, les initiateurs ont lu une déclaration avant de la remettre au gouverneur de région, le colonel Lamini Kapuri Sanogo. Celui-ci les a félicités avant de les rassurer que leur déclaration sera transmise à qui de droit. Réception officielle au Niger de plusieurs lots de matériel et équipements militaires, précisément des pièces, des réchanges et des effets d'habillement au profit de la garde et de la police nationale. C'était au haut commandement de la garde nationale au camp Bassoura et à la police nationale. La réception de ces matériels acquis sur fonds propres de l'État participe de la volonté des plus hautes autorités d'équiper les forces de défense et de sécurité nigériennes pour des résultats encore plus probants. Compte rendu Mariama Dakou et Hassan Moussa. À travers cette série de réceptions de matériel et équipements militaires au profit de la garde nationale et de la police nationale, l'État du Niger, à travers le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, a voulu démontrer une fois de plus son engagement à créer toutes les conditions aux forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Organisé en 3 étapes, dont une première étape au camp de la garde nationale du Niger qui a consisté à la réception de pièces de réchange d'une valeur de 600 millions de francs CFA, suivie de la seconde étape au camp d'entraînement de la garde nationale de Bassoura, ayant vu la remise de matériel d'une valeur de 400 millions de francs, et enfin à la police nationale avec la réception des effets habillement d'un montant de 500 millions de nos francs, composés des tenues kaki, des bérets, des ranges, des ceintures et des ceinturons. Au profit des élèves policiers, cette série de réceptions vient en effet démontrer la place de choix accordée à l'équipement des forces de sécurité intérieure par les autorités actuelles. Il vous souviendra, les mois passés, sous la supervision du ministre d'État, cette même cérémonie a été faite ici dans les locaux de la garde et de la police pour la réception de matériel roulant, des pneumatiques et des effets d'habillement. Cette fois-ci, il s'agit d'une réception des pièces de rechange nécessaires
pour la rénovation du parc autour de nos FSI. Je rends un vibrant hommage à l'endroit de notre ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, depuis qu'il est à la tête de ces départements ministériels multiples, les actions de construction et d'équipement au profit de nos forces. Tout en rendant un hommage mérité aux opérateurs économiques qui, malgré les sanctions injustes imposées au Niger, continuent de soutenir l'État dans sa lutte pour la souveraineté, le directeur général des ressources du ministère de l'Intérieur n'a pas manqué d'attirer l'attention sur une utilisation rationnelle de ces matériels acquis sur fonds propres de l'État. Ouagadougou abrite depuis hier la 3e réunion du Conseil des ministres chargé des aires protégées, W. Arli Pandjari. Une rencontre de haut niveau pour peaufiner les stratégies à mettre en place pour une bonne gestion des aires protégées qui partagent le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. La réunion de Ouagadougou mettra également en place le secrétariat exécutif de l'organisation qui se veut un cadre commun de régulation et de sauvegarde du patrimoine forestier et faunique de la zone. La présidence du Conseil des ministres chargé des aires protégées, W. Arli Pandjari, est assurée par le Bénin. On en sait davantage avec Hahadi Sandaba. Le complexe W. Arli Pandjari, patrimoine mondial naturel de l'UNESCO, au cœur d'une rencontre de haut niveau. Partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, il est l'un des plus vastes ensembles d'aires protégées de la savane soudano-sahélienne en Afrique de l'Ouest. Un réservoir de biodiversité dont la gestion incombe à un conseil technique coiffé par les ministères chargés des aires protégées des 3 pays. Organe politique de pilotage du complexe transfrontalier W. Arli Pandjari, ce conseil des ministres discute alors de la gouvernance avec à la clé faire face aux défis actuels à cette 3e session. La situation sécuritaire en constante dégradation dans certaines portions du WAP menace les fondements et même de nos efforts. Braconnage organisé, pression foncière, violences armées, insécurité pour les agents sur le terrain, vulnérabilité des populations riveraines. Autant de réalités qui appellent une mobilisation accrue et coordonnée. La rencontre de Ouagadougou réunit d'un côté les délégations des 3 pays et de l'autre des partenaires techniques et financiers intervenant dans la zone. À cette cérémonie, le ministre burkinabé rappelle à l'assistance l'importance du complexe W. Arli Pandjari dans la politique nationale de gestion de la faune et de la flore. Ce complexe très riche en paysages et en biodiversité abrite près de 70% de la faune sauvage du Burkina Faso. Ces statistiques montrent l'importance de ces complexes pour notre pays, le Burkina Faso, et justifient la prise en compte de la gestion des aires protégées de la faune dans nos politiques et priorités de développement. En effet, la gestion des aires protégées s'insère dans les 2 piliers des plans d'action pour la stabilisation et le développement. À cette session 2025, le Burkina Faso prend la présidence du Conseil des ministres chargé des aires protégées du complexe W. Arli Pandjari pour un mandat de 2 ans. Un mandat placé sous le signe de la continuité des actions, de l'éradication des groupes armés qui écument le complexe transfrontalier et du renforcement de la sauvegarde du patrimoine mondial naturel, complexe W. Arli Pandjari. La garantie, entendue dans le contexte juridique malien comme une sûreté, revêt une importance capitale dans le cadre des relations économiques et contractuelles. Il en existe plusieurs formes, chacune répondant à une finalité précise de protection des engagements. Le Mali, en sa qualité d'État membre de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, est régi par un ensemble de normes communautaires destinées à uniformiser les droits des affaires au sein des États membres. Ainsi, tant le Code du commerce malien de l'acte uniforme relatif aux droits des sûretés adopté par l'OHADA encadre rigoureusement le régime juridique des sûretés en définissant leur nature, leur régime et leurs conditions de leur mise en œuvre. Les garanties dans la chronique judiciaire avec Garibou Pirou.
Acquérir un bien immobilier, lancer une activité commerciale ou faire face à une urgence familiale sont autant de situations où l'on se tourne vers le crédit. Cette apparente facilité d'accès au financement repose toutefois sur une condition souvent ignorée mais pourtant déterminante. À bien des égards, la garantie constitue le socle de toute relation entre la banque et l'emprunteur. Le Mali fait partie des États membres de l'OHADA. Et l'OHADA a ce qu'on appelle un acte uniforme qui organise les sûretés. Et c'est ce texte-là qui prend une part très prépondérante dans les garanties, notamment les sûretés. Donc le code de commerce du Mali également a certaines garanties, mais la plupart du temps, aujourd'hui, nous utilisons les sûretés organisées par l'OHADA, l'acte uniforme de l'OHADA. L'acte uniforme OHADA prévoit deux types de sûreté personnelle. La première, c'est le cautionnement et la deuxième, c'est la garantie autonome. Mais le cautionnement peut être consenti par une personne physique, mais en ce qui concerne la garantie autonome ou la contre-garantie autonome, ça ne peut être consenti que par un établissement financier ou assimilé. La garantie bancaire revêt des formes multiples. Elle peut prendre appui sur des biens tangibles, présents ou à venir, ou s'incarner dans un engagement personnel tel qu'une caution. Dans certains cas, c'est une personne physique qui se porte garante, engageant ainsi son patrimoine pour assurer le remboursement des crédits contractés par un tiers. Il y a d'abord le droit de rétention, qui est considéré comme une sûreté dans le droit OHADA. Il y a la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. Il y a le gage sur les meubles corporels. La distinction, elle est importante parce que à un moment donné, cette précision n'était pas apportée. Parce que il y a le nantissement sur des meubles incorporels. Donc, ce qui veut dire que le gage n'est pas une garantie appropriée pour les biens incorporels. Et il y a également les privilèges. Donc vous verrez que seule une personne physique peut garantir une autre personne physique en termes de caution. On considère même le cautionnement comme une sûreté à risque. C'est une sûreté très dangereuse parce que c'est le patrimoine d'une tierce personne qui est exposé. Un exemple fréquent mais délicat illustre bien cette pratique. Celui d'un enfant qui dépose en garantie un titre foncier appartenant à ses parents pour obtenir un prêt. Normalement, dans le mécanisme de mise en place de ces genres de sûreté, ça ne doit pas arriver. Si ça arrivait, ça devient contentieux. Il faudrait peut-être passer par une procédure d'inscription de faux qui est judiciaire pour pouvoir parvenir à annuler la convention de sûreté que la banque détient et l'empêcher de réaliser en ce moment l'hypothèque qui a été consentie par erreur ou en tout cas qui a été consentie par le fils qui n'avait aucun droit de le faire. Au-delà de l'aspect technique, la garantie soulève la question de la responsabilité individuelle. Les spécialistes sont tous d'accord qu'il est impératif d'évaluer avec rigueur sa réelle capacité de remboursement avant de s'engager. Je prends une hypothèque future, ce qui est possible dans les textes de l'OHADA, parce qu'on dit un bien présent ou à venir. Donc, pour garantir une ou plusieurs obligations, alors, votre obligation de me rembourser, je la garantis par ce bien futur que je vais vous aider à acquérir, par exemple. Ma confiance, ce ne serait pas forcément en votre personne, c'est dans le mécanisme même qui m'est donné par la loi pour sécuriser une telle transaction. Moi, en sachant par exemple que le bien futur, l'hypothèque future étant possible, votre maison future qui serait ma garantie, si vous ne me remboursez pas, je serai en confiance. Le crédit n'est pas un droit, c'est un engagement. Bien comprise, la garantie bancaire facilite la concrétisation de projets ambitieux. Mais mal appréhendée, elle peut se mettre en piège, mettant en péril l'équilibre financier de l'emprunteur et parfois celui de ses proches. À retrouver donc l'intégralité de cet élément dans nos programmes le dimanche à 10h30. Les Aigles du Mali, vice-champions d'Afrique de basket Angola 2025, sont de retour au Bercail. Ils ont eu droit à un accueil chaleureux cet après-midi en présence de 6 membres du gouvernement, de la famille du basketball malien et de l'Union nationale des supporters du Mali. Les ministres ont salué l'engagement et le parcours historique des Aigles. Le récit de l'accueil avec Salif Ouedraogo et Siriki Koulibaly.
Aéroport international président Bourbo Keïta de Sénou. L'avion transportant les aigles basketteurs du Mali s'immobilise sur le tarmac. Il était 16h05. À leur descente d'avion, les vice-champions d'Afrique ont été chaleureusement accueillis par des acclamations devant le salon d'honneur. Médaille d'argent au cou, poignée de main, mots d'encouragement. Les aigles basketteurs ont reçu les honneurs de la nation à leur arrivée ce mardi 26 août en provenance de Luanda en Angola. Ils ont fait vibrer les Maliens de par leur parcours historique. Et c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie, mais un sentiment surtout de reconnaissance au peuple malien qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. On voulait certes avoir la première place, mais voilà, je pense que cette place également, elle n'est pas mauvaise en soi. On va se battre pour nous performer et avoir la première place les années à venir. En partant à la Coupe d'Afrique, je n'étais pas sûr d'être en finale. On est parti sur la pointe des pieds, tout le monde le sait. Mais arrivés les enfants, ils ont fait le nécessaire. On a pu battre tous les pays limitrophes qui avaient un classement meilleur à nous. Mais je pense que c'est les enfants qui sont à saluer. L'entraîneur est à saluer. Le ministre en charge des sports a transmis le message du président de la transition, chef de l'État. Après les hommages dus à leur rang, les médailles d'argent de l'Afro-Basket 2025 ont pris la direction de la ville à bord d'un bus avec comme destination finale le stade Mamadou Konaté pour un accueil populaire. Et oui, après l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, les joueurs ont pris la direction du stade Mamadou Konaté où les attendait un public de grands jours. C'était en présence de notre reporter Famourou Djourté. Le stade Mamadou Konaté, un symbole de la renaissance du sport malien. C'est dans cette enceinte que les vice-champions d'Afrique sont accueillis avec les honneurs. Lors de la 31e édition de l'Afro-Basket masculin qui s'est déroulée du 12 au 24 août dernier en Angola, la sélection nationale malienne a prouvé sa valeur et a hissé haut les couleurs du pays parmi tant d'autres. Bien que la finale ait vu les aigles du Mali tomber face aux Palancas Negras d'Angola, pays hôte et recordman de la compétition, leur performance a été saluée comme une véritable réussite. Franchement, voir le Mali aujourd'hui et voir les sourires sur les visages des gens, c'est une fierté pour nous. Ça, c'est le Mali qu'on aime. On voit que le sport, la joie que le sport peut ramener à ce peuple, c'est trop. Et ça nous encourage vraiment à travailler davantage pour pouvoir amener satisfaction au peuple malien qui est la coupe, qu'on a raté de justesse cette année. Après une 3e place en 1972 au Sénégal, cette 2e position au classement est un exploit qui restera gravé dans les mémoires. C'est tout simplement un remerciement de tous les efforts qu'ils ont posés et je pense que c'est ce qui nous amène ici. Le titre, nous allons l'avoir. Vous savez, les choses, c'est par étapes. Lorsqu'on nous allions pour cette compétition, on ne pensait pas aller peut-être aussi loin des fois. Mais c'est la toute première fois que le Mali arrive en finale. Le temps, je digérais ça et je crois que la prochaine fois, nous allons ramener quelque chose de plus gros que ça. Les aigles basketteurs du Mali, par leur exemplarité, ont su rallier les cœurs et mettre en avant le talent malien sur la scène continentale. La fête ne fait que commencer et les Maliens se tournent désormais vers de nouveaux défis avec confiance et ambition. Nous vous le disions hier que le RTM est en deuil avec la perte de Soumeilou Diko, ingénieur de radio-télévision. Cet après-midi, l'un des pionniers de l'audiovisuel de la structure a été accompagné à sa dernière demeure. Le récit de cette cérémonie funèbre avec Alpha Maïga. Au cimetière de Kalabankoura, sous cette terre arrosée par la pluie, repose pour l'éternité Soumeilou Diko de l'ORTM. Un visage qui répond toujours par un sourire que pleure le monde de la communication après 67 hivernages sur Terre. Il est conduit dans sa dernière demeure après la prière mortuaire. Non seulement Wani Bourema sont en deuil, mais le Mali est en deuil. Soumeilou, pour ce que vous savez, a été un fils de ce pays. Il a accompagné le Mali à travers ce qu'il sait faire. C'est un homme extrêmement rigoureux, travailleur et rompu à la tâche pour tout ce qu'on lui confie. Il a un côté très fédérateur et très villageois. C'est le côté religieux. Tu sais, il a été à la Mecque en 2016. Ils sont venus nombreux les parents, collaborateurs, amis et connaissances de Soumeilou Diko ce jour mardi 26 août 2025 pour lui rendre un dernier hommage à travers lecture du Saint-Coran
suivi des bénédictions. Tout cela après des années de sacrifice au service de la nation malienne, mais aussi au développement de sa contrée. Une contrée qu'il a vu naître et avec laquelle il n'a jamais coupé le cordon ombilical. Bourem a perdu un grand homme, un homme de cœur, un homme qui a partagé le minimum qu'il a avec le maximum de personnes. Soumeylou Dicko, nous retenons de lui un camarade engagé, sérieux et surtout un rassembleur. Toute la carrière professionnelle de l'homme, c'est ici à l'ORTM où il a commencé le service depuis 1984. Et c'est ici aussi qu'il a eu à faire valoir ses droits à la retraite après 40 années de loyaux services. Dans ce bureau, plus de 20 ans avant d'être nommé directeur de la technique générale, puis conseiller du directeur général de l'ORTM. C'est quelqu'un qui a été jovial, accueillant. J'ai été avec lui jusqu'à Wani, jusqu'à dans son village. Soumeylou Dicko, un grand professionnel qui a vu naître la télévision nationale en 1983 qu'il a intégré. Il était avec l'équipe qui était là à l'époque à la base de la mise en place des stations TV-FM. La naissance et les premiers pas de la tour de l'ORTM, le bâtiment qui est aujourd'hui situé à Kati-Sanafra, c'est avec justement Soumeylou Dicko en tant qu'ingénieur technicien. Avec une culture générale très large, avec un sourire qu'il affichait, qu'il arborait régulièrement. Et surtout, il était attaché à sa terre natale, Wani. Moi, personnellement, il m'a aidé, m'a encouragé. Un monsieur méthodique, travailleur, il ne badine pas avec le travail. C'est un homme de principe. J'ai fait mes premiers pas avec lui. De son village, Wani, où il a appris à lire et à écrire, jusqu'au Maroc pour ses études supérieures. En passant par le second cycle de l'école fondamentale de Bourem 1, le lycée technique que Soumeylou Dicko fut un des pionniers de la télévision malienne, mais aussi un des pionniers au sein de sa communauté. Dors en paix, Soumeylou Dicko. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.